Merci. Je vais tout de suite laisser la parole alors à l'intervenante suivante, qui est Luciana Lourenço Paes, qui est doctorante en histoire de l'art à l'université de Campinas, qui travaille sur Delacroix, si je ne me trompe. On va l'écouter sur l'auteur, la peintre et auteure de manuel, Marie-Elisabeth Boulanger, Cavé, née Blaveau. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Premièrement, je voudrais ajouter ma voix aux condamnations les plus véhémentes des paroles consternantes et du comportement insolent de Jair Bolsonaro auprès du président de la France, de son épouse et de son ministre des Affaires étrangères. À tous égards, cet individu s'avère absolument en dessous du rôle de président du Brésil. Il suscite de la part des Brésiliens l'indignation et le mépris. Son gouvernement sert les intérêts du secteur agroalimentaire, qui est responsable d'environ 90% de la déforestation en Amazonie. Ne laissons pas ces bassesses nous détourner du problème principal. C'est que c'est déjà passé durant les 8 premiers mois de sa gestion. La multiplication par 4 des incendies, la plupart liés à la déforestation, aura des conséquences graves pour nous tous et pour les générations qui nous succéderont. La préservation des forêts et de l'environnement en général est la condition sine qua non de tout projet politique, économique et culturel digne de ce nom. Je voudrais ici enfin rendre hommage aux nombreux Brésiliens et à toutes les personnes de notre planète qui résistent à la dévastation de la forêt et se battent pour l'environnement. Merci. Bon, les titres de ma présentation est la méthode KV, reproduction et expression dans les projets d'une école des femmes. Au milieu du XIXe siècle, les ateliers particuliers étaient encore relativement inaccessibles aux femmes et l'école des beaux-arts ne les admettait pas. Dans ces contextes, Marie-Elisabeth Cavé, née Blaveau, veuve Boulanger, a développé une méthode d'enseignement du dessin et de la peinture pour procurer aux jeunes filles une aptitude qui pourrait les aider à gagner leur vie. En 1850, elle a publié le 200 mètres, méthode pour apprendre à dessiner de mémoire, une série de lettres où elle instruit son amie Julie pour qu'elle apprenne à ses 2 filles, Marie et Élise, à dessiner. La seconde partie, l'aquarelle 100 mètres, méthode pour apprendre l'harmonie des couleurs, parue en 1851, a été rééditée dès 1852 sous le titre La couleur, pour apprendre la peinture à l'huile et à l'aquarelle. Ces 2 livres ont été de grands succès éditoriaux. Ils peuvent être placés aux côtés des traités et manuels de dessin, mais ils peuvent également être insérés dans un corpus volumineux d'ouvrages portant sur l'éducation des demoiselles. Dans les années 1830, Elisa Boulanger suit une formation artistique dans l'atelier de Camille Roqueplan. On peut ajouter à sa formation des échanges avec Eugène Delacroix, qui a aussi été son amant. Elle expose au salon entre 1835 et 1855 et reçoit quelques commandes de l'État. Ce qui l'a aidée surtout quand elle est devenue veuve avec un fils de son premier mari, le peintre Clément Boulanger. Un an après son décès, en 1843, elle s'est mariée avec le directeur des Beaux-Arts, Edmond Cavey. Ici, vous voyez une lithographie d'une peinture de Cavey exposée au salon de 1845, l'enfance de Paul Véronèse. La mère du peintre italien constitue le centre absolu de la composition. Toutes les figures qui l'entourent tiennent dans leurs mains, comme elle, un crayon ou un pinceau. Tous dans cet espace domestique, qui est aussi l'un des ateliers du peintre,
sont engagés dans une activité artistique. Parallèlement à sa carrière de peintre, Cavée est aussi professeure. Elle donne des cours de dessin aux jeunes filles du pensionnat de Madame Chevreau-Le-Mercier dès 1836. Delacroix appelait ses élèves charmants troupeaux. Rien ne réjouit un homme attristé comme ce joli bétail-là, la bergère en tête, lui écrit-il. En novembre 1850, elle ouvre un cours de dessin pour appliquer et perfectionner sa méthode et accueille 70 élèves. Ici, vous voyez l'annonce publiée dans les constitutionnels. La méthode coûtait 3 francs, avec les matériaux inclus, 14 francs. La méthode Cavée est composée de 3 opérations principales, exécutées dans la même journée. La première, c'est calquer les modèles sur une gaze tendue sur un cadre en bois. L'élève pouvait aussi acheter la gaze rouillette toute prête. La deuxième opération, c'est dessiner les modèles à vue d'œil et c'est corriger à l'aide de la gaze en l'appliquant sur le dessin. C'est la raison pour laquelle Cavée appelle la gaze calque vérificateur. La troisième opération, c'est dessiner les modèles des mémoires, en son absence, sans l'aide de la gaze. Non, pardon, sans l'aide du calque, oui. Ici, vous voyez l'élève Marie durant la deuxième opération. Elle dessine le modèle à vue d'œil à sa gauche. Le modèle est la tête de sa sœur, qu'elle avait décalquée d'après nature sur la gaze. Ensuite, elle a reporté le dessin sur le papier qu'elle regarde. Le calque vérificateur est laissé à portée des mains sur une chaise devant l'élève. Le dossier de cette même chaise sert d'appui à sa planche. C'est un procédé très simple et pratique, comme vous le voyez. Cavée recommande à ses lectrices de souscrire à l'histoire des peintres de toutes les écoles de Charles Blanc. Les gravures qui illustrent cet ouvrage pouvaient fonctionner comme des modèles. Je vous montre ici la garde de nuit de Rembrandt, parce que Cavée consacre toute une lettre de son livre La couleur à cette peinture. Les modèles étaient initialement des estampes, des images bidimensionnelles. Cavée propose 4 séries progressives de modèles, de 30 planches chacune, vendues chez Susse. Ici, vous voyez la couverture de l'album de la 3e série. Chez les maîtres, on trouve souvent des figures féminines copiées d'après les tableaux de Watteau. Elles sont représentées sans leur fond d'origine, avec un contour bien précis et rassemblées dans la même planche. Ici, 3 jeunes filles. Qu'avez-vous que les élèves fassent surtout attention en les étudiant aux étoffes et à la forme des plis. Voici 3 autres personnages, cette fois en entier, de Watteau, les maîtres des femmes selon Cavée. Après n'avoir eu que des estampes pour modèle, l'élève passe au dessin d'après nature. Ici, je vous montre une illustration faite par un ami d'après les consignes données par Cavée dans la 8e lettre du dessin 100 mètres. L'élève se place plus bas et le milieu du modèle est toujours à hauteur de son œil. Lorsqu'elle décalque, elle immobilise sa tête à l'aide d'une planche de bois et se bande un œil avec un mouchoir. Dans sa méthode, Cavée s'empare du procédé d'Amarante Rouillet, publié en 1843. La gaze Rouillet était vendue dans les commerces. Pour faire les dessins d'après nature, Rouillet utilisait un oculaire que Cavée n'utilise pas, placé à l'avant ou attaché à la base de la gaze, ce qui donnait un point de vue fixe et monoculaire. Vous voyez ici les dispositifs que Rouillet a créés pour agrandir l'image décalquée. Une espèce de lanterne est placée devant la gaze. L'image qui était décalquée au fusain pouvait aussi être directement reportée sur les papiers à l'horizontale par pression. À droite, vous voyez une lithographie d'une épreuve décalquée représentant la fille de Rouillet, qu'il a faite selon sa méthode très rapidement en 2 minutes. Ces procédés dont s'empare Cavée n'étaient pas nouveaux.
Léonard de Vinci le mentionnait déjà. Mais chez lui, il était cependant fait sur les verres, en matériel plus lourd, fragile et instable. Ici, on voit une gravure de traité sur les proportions des Dürer qui montre l'artiste peignant un portrait avec un dispositif semblable à celui des Rouillet. Qu'avait cité Rouillet dans son dessin sans maître? Par contre, Horace Lecoq de Bois-Baudrin, dont l'éducation de la mémoire pittoresque est parue en 1847, n'est jamais mentionné. Selon différentes critiques des ouvrages de Cavée à l'époque, la méthode de Bois-Baudrin a précédé la sienne en ce qui concerne les dessins de mémoire. Dans son livre, Bois-Baudrin relate son expérience de l'enseignement du dessin d'observation aux garçons. Au départ, les élèves recevaient de lui une gravure des nez de profil et écoutaient ou lisaient des phrases décrivant des détails de l'anatomie nasale. Ensuite, plusieurs jours leur étaient donnés pour qu'ils puissent mémoriser cette forme chez eux. À la date convenue, ils rendaient les modèles au professeur pour ensuite le dessiner de mémoire. Bois-Baudrin fait mémoriser à ses élèves les modèles comme cela leur convient le mieux, soit en les observant ou en les dessinant chez eux, soit en étudiant leur forme d'un point de vue scientifique. Chez Cavée, cette mnémotechnie coïncide avec la partie la plus mécanique de la méthode, où elle emploie la gaz Rouillet. Une commission établie en 1853 par les ministres de l'Instruction publique pour réformer l'enseignement du dessin dans les lycées a fortement critiqué l'emploi du calque vérificateur dans la méthode Cavée. Ses membres ont observé que les élèves y recouraient souvent et machinalement, sans faire vraiment attention à ce qu'ils voyaient devant eux, finissant par n'exécuter dans la deuxième opération qu'un calque du calque. Ils ont aussi remarqué que quand l'élève passait au dessin de mémoire, il ne commençait pas par établir les tout, mais par un des détails du contour. Et ainsi, successivement, de détail en détail, il en arrivait sans réflexion, à leur avis, à la réalisation de l'ensemble. Il faut pourtant reconnaître que Cavée accorde aussi de l'importance à l'ensemble à travers la valorisation de l'esquisse et de l'ébauche. C'est l'individualité de l'artiste qui s'exprime à travers ses opérations où les modèles sont absents. L'esquisse d'une composition, écrit-elle, c'est déjà le tableau, bien que plusieurs années soient nécessaires pour mettre dans le tableau tout ce qu'il y a dans l'esquisse. L'ébauche, quant à elle, n'est pas autant une phase initiale que la manière même d'arriver à l'œuvre finale, se confondant ainsi avec elle. Ne cherche pas à faire une chose finie, mais une ébauche. Et c'est d'ébauche en ébauche que tu acquerras l'art de finir. Ici, nous voyons le portrait de Madame Cavée qu'Ingres a ébauché, mentionné dans son livre La couleur, et qu'elle considère comme un chef-d'œuvre. C'était pour elle une œuvre finie. À son avis, le fini n'a rien à voir avec le temps d'exécution. Les techniques plus expéditives de l'esquisse et de l'ébauche aident ainsi à maîtriser l'action des composés, ce qui distingue réellement un artiste d'un simple peintre. Cavée recommande que chaque élève suive ses propres inclinations dans le choix des modèles. Delacroix, qui a soutenu sa méthode, considère comme capitale cette recommandation de consulter avant tout la vocation de l'élève. Il souligne l'influence néfaste que les maîtres peuvent exercer dans la formation d'un artiste. Ce qui l'attire le plus dans la méthode de son ami, c'est justement ce que la commission de 1853 a réprouvé, l'emploi du calque vérificateur. À son avis, il neutralise la direction du maître, ce qui permet que l'individualité et le style de l'élève se développent d'une façon plus libre. Rendre plus faible ce lien entre les professeurs et les disciples, c'est aussi remettre en question l'autorité de l'art du passé. Ainsi, la méthode Cavée associe l'aspect utilitaire de l'apprentissage du dessin à des idées romantiques anti-pédagogiques, réfractaires à l'institutionnalisation de l'enseignement des arts. D'un côté, les calques, les procédés mécaniques, de l'autre, les dessins de mémoire, l'esquisse, l'ébauche, les croquis.
Comment ce conflit entre utilitarisme et expression personnelle est-il résolu? Delacroix, par exemple, considère que les dessins de mémoire, dans lesquels on trouve toujours plus de sentiments, répondaient à l'objection avancée par la Commission de 1853 de l'éducation machinale. On apprend à représenter avec exactitude le modèle que pour le fixer dans une image mentale. Ensuite, on l'écarte. Le procédé Rouillet est, pour Cavée, un moyen et non un but. Je ne condamne pas l'habileté, écrit-elle, mais je veux qu'elle vienne de l'adresse qui vous est propre. En un mot, je veux que votre peinture soit votre personne. Cette opposition entre consulter la vocation d'un élève et prescrire à tous la même façon de faire met en évidence les tensions entre les beaux-arts et les arts appliqués. Cavée écrit dans sa préface de Des 500 mètres que son apprentissage était fondamental pour ceux qui voulaient exercer avec succès une profession industrielle. Pendant le Second Empire, l'industrialisation en France connaît un grand essor. Quand Cavée publie sa méthode, la diffusion de l'enseignement du dessin commence à être envisagée par les pouvoirs étatiques pour restaurer le bon goût chez les ouvriers et en même temps former un public consommateur. Sa méthode paraît alors dans une conjoncture politique et économique favorable à l'universalisation de l'enseignement du dessin, où les arts et l'industrie étaient mis en rapport, comme vous les voyez dans ces deux dessins des champs publiés dans les Charivari. Il faut encore signaler que les femmes intéressaient l'industrie. Comme je vous l'ai dit, Cavée donnait des cours de dessin aux jeunes filles. Les épreuves qu'elle a subies comme veuve et mère, surtout les manques d'argent, ont leur part dans les motivations qui l'ont poussée à créer sa méthode. Mais elle se solidarise aussi avec d'autres femmes, et pas forcément de la bourgeoisie. Cavée a envisagé d'appliquer sa méthode dès 1856 dans des classes de dessin à Notre-Dame-des-Arts, une institution religieuse d'éducation des filles, pour leur faire acquérir des qualifications professionnelles dans les domaines des arts décoratifs. Elle ciblait principalement un public plus pauvre. Elle eut beau s'entourer de patronnesses influentes, son projet n'a pas abouti, mais elle ne lâche pas prise. Vers 1868, Cavée fonde une association pour vendre incognito des œuvres des femmes, la Corporation des abeilles. Son but était de venir à l'aide de toutes celles qui avaient besoin de se créer des ressources en travaillant, mais qui se trouvaient placées en dehors de la production et du commerce. Cavée se bat pour l'éducation artistique des filles, pauvres ou bourgeoises, mais plutôt sans bouleverser les conventions sociales en matière de genre. Tout au long de ces deux ouvrages, elle distingue un art féminin d'un masculin. Elle exhorte ses lectrices à ne pas avoir peur d'être femme dans le choix des sujets. Ils sont surtout restreints à ce qu'elles connaissaient le mieux, elles-mêmes, leurs enfants et l'espace domestique. Elle affirme que les femmes étant faibles, délicates et fragiles, les sujets virils, comme les batailles, ne leur convenaient pas. En même temps, il faut voir en sa faiblesse sa force. Force toujours investie, par contre, dans l'effort d'attirer les hommes. Le rôle social de la femme, et par conséquent le but même de son œuvre, est d'étonner, séduire, charmer les hommes. Pour réussir, il faut leur plaire. Il faut leur plaire pour ne pas tomber de leur piédestal et être toujours l'objet de leur idolâtrie. Ainsi, selon Cavée, les femmes pensent être soumises alors qu'il s'agit en réalité du contraire. Cavée remplace les modèles professionnels engagés par les grands ateliers par les élèves elles-mêmes, plus naturels pour poser. Dans la 9e lettre du Des 500 mètres, elle leur conseille d'acheter un mannequin et de l'habiller comme les figures qu'elles avaient déjà dessinées auparavant d'après les estampes. Elle ne voit aucun sens à dessiner les personnages nus avant de les vêtir, parce que c'est les costumes qui donnent les mouvements et la tournure. Les élèves peuvent aussi apprendre à peindre en composant de jolies toilettes.
D'une façon presque symptomatique, la seule faute d'impression signalée et rectifiée par l'éditeur à la fin de 200 mètres, c'est les titres de la 11e lettre. Là où on devrait lire « les nus », il est écrit « les modes ». Cavée remarque que la mode féminine est faite par des hommes. Les Courriers des Dames, une revue de mode populaire à l'époque, montrait des idéalisations masculines qui ne convenaient pas aux femmes. Elle écrit donc que la femme doit se faire aimer des hommes, mais qu'elle ne peut accepter la mode qu'ils leur créent, ces robes qu'ils imaginaient pour les habiller, je la cite, en poupées, décoratives et raides. Ici, vous voyez deux illustrations des éditions du Courrier des Dames de l'année 1850. Il s'agit en même temps de l'univers féminin où Cavée se situe, les deux meilleures amies et la jeune mère entourée de ses enfants. Dans son autoportrait de 1830, encore Madame Boulanger, elle choisit de se représenter comme peintre. Sur la toile qu'elle peint, on voit un homme coiffé d'un turban qui est pris à la gorge par un assaillant. C'est une scène violente. Pourtant, elle va écrire plus tard que si une femme veut être femme, elle ne peut pas bien représenter une bataille. Il y a aussi un parallélisme entre la main de Cavée qui tient les pinceaux et la main de l'homme au turban qui tient une épée. Ici. Ce qu'elle ne peut pas dire dans sa méthode, elle le dit dans sa peinture. En outre, la façon dont elle s'est peint et la peinture qu'elle est en train de faire sont assez différentes. Dans son autoportrait, Cavée associe deux façons de peindre. Une plus achevée, chère à l'école néoclassique, celle d'Ingres, le professeur de son premier mari, et l'autre plus inachevée, liée à l'école romantique et à Delacroix, son amant à l'époque. Cavée est suffisamment habile pour peindre dans deux styles complètement opposés. Ce n'est peut-être pas par hasard si la liste des noms des maîtres qui ont approuvé sa méthode, imprimée sous la couverture de ces deux ouvrages didactiques, inclut Ingres et Delacroix. Quelques extraits des lettres d'Élisa Boulanger adressées à Delacroix témoignent d'un désir d'indépendance. Les peintres avaient manqué un rendez-vous et elle s'en était plainte. « Toi qui peux tout ce que tu veux, toi qui es homme enfin, moi qui ne suis qu'une misérable femme, toujours sous la dépendance de tous. Je suis pardonnable car la femme parmi les animaux a eu la bêtise d'être un animal domestique. L'homme, c'est un animal sauvage. » Ici, nous voyons la lithographie d'une peinture de Cavée exposée au salon de 1846, Les Bons Amis. Une jeune fille assise près d'une fenêtre, un peu décolletée, les pieds nus, tient une cage avec un oiseau qu'elle semble nourrir, tandis que le chat à ses côtés lèche tranquillement sa patte. Il ne dérange pas l'oiseau, il ne va pas le manger. Les titres annoncent la coexistence pacifique entre prédateurs et proies. La femme est mise côte à côte avec ses animaux domestiques. Elle participe à cette étrange harmonie qui contrarie toutefois une loi naturelle. Dans une autre lettre de Delacroix, Cavée a vu un désir urgent d'être utile. Les hommes aujourd'hui dédaignent la femme. Vous n'êtes pas ainsi. Faites-moi travailler. Vous me ferez plaisir. C'est le seul moyen de supporter une existence bâtarde. N'avoir plus de raison de vivre est un état pire que la mort. Donnez-moi les moyens d'être utile et vous me rendrez heureuse. Cavée est plus pragmatique que radical dans ses écrits pédagogiques, et ainsi ses ouvrages se sont frayés en chemin vers le plus grand nombre. Sa condition de femme, toujours dépendante de tous, des animaux domestiques, se ressentant d'être inutile, elle veut la renverser comme elle peut. Or, dans sa méthode, elle dit tout ce que les hommes veulent entendre. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de nous parce qu'ils ont des diplômes, écrit-elle. Laissez-les croire qu'ils n'ont pas perdu leur temps. En même temps, elle exhorte la femme à transformer tout ce qui peut être vu chez elle comme des défauts, sa faiblesse physique et sa nature plus animale que rationnelle, en qualité.
qu'avait poussé les femmes à s'organiser avec leurs filles et leurs amis pour s'aider mutuellement, pour se donner une profession, pour gagner de l'argent, à l'exemple de son projet de Notre-Dame-des-Arts et de la Corporation des abeilles. L'école des femmes qu'elle veut créer n'est pas, comme celle des Molières, faite par les hommes dans le but de les maintenir dans l'ignorance et d'en bénéficier, voire d'en profiter. Elle n'est pas non plus une école révolutionnaire, féministe, entre guillemets. C'était peut-être quelque chose entre les deux. Comme l'Agnès de la pièce de Molière, c'est surtout grâce à son astuce que Cavée a pu sortir de la cage dans laquelle elle se voyait. Entrons franchement dans l'application du dessin et de la couleur. C'est une école des femmes que nous créons. Les Grecs et les Romaines n'ont pas laissé de traditions que nous soyons obligés de subir, et les docteurs qui posent des règles avec un pédantisme si comique n'ont pas de droit sur nous. Nous pouvons regarder les maîtres de l'art avec nos yeux, les comprendre avec notre intelligence, les sentir avec notre âme, et marcher ensuite, éclairés et inspirés par eux, dans la voie ouverte devant nous. Nous ne ferons pas mieux que nos rivaux peut-être, mais nous ferons autre chose, surtout si nous restons femmes. Nous sommes plus près qu'eux de la nature. C'est déjà un avantage. Merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais une petite question pour Renaud d'Enfer, une petite curiosité sur le contenu des enseignements dans ces écoles de dessin. Vous nous avez dit que c'était plus des contenus techniques et pratiques. Est-ce qu'il y a une part de théorie, une part d'histoire de l'art? Est-ce qu'on emmène aussi les jeunes filles dans les musées, au contact des œuvres? Est-ce que ça fait partie de leur enseignement? Alors, à ma connaissance, non. Mais le contact avec les œuvres, d'une certaine façon, il est... je n'aurais pas généralisé aussi des exemples assez ponctuels, mais le fait d'exposer, d'accrocher des plâtres dans les salles, sur le tableau qu'on a vu au début, au milieu et à la fin, là, c'est l'école de Limoges vers 1889, hein. Bon, on voit, il y a toute une étagère avec des plâtres, etc. Donc ça, c'est aussi il y a une espèce d'imprégnation permanente qui peut être contestée, d'ailleurs, dans d'autres contextes, hein. Donc il y a une espèce d'imprégnation permanente des élèves. En même temps, moi, je ne vois pas on ne fait pas de sortie, non. Mais bon, mes sources sont, les sources sont toujours très incomplètes, et donc c'est quand même assez difficile de pouvoir restituer, disons, le quotidien des élèves. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, devant. J'ai une question pour Luciana. Vous avez dit que c'était un succès, cette méthode Cavée. Est-ce qu'on a des témoignages de personnes qui ont testé, d'artistes peut-être connus aujourd'hui, qui ont testé cette méthode, qui ont acheté les livres et qui l'ont testé? Dans les écrits, peut-être, les correspondances, les mémoires, je ne sais pas. D'accord. Des témoignages des artistes, je crois que non, pas directement, parce qu'on a les rapports de la commission, par exemple, de 1853, et il y avait beaucoup d'artistes dans cette commission, Delacroix faisait partie, hein. Mais à part ça, non. Non, mais la méthode a été testée dans les écoles secondaires, oui. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour Renaud d'Enfer, parce que j'ai cru reconnaître sur la dernière slide la Female School of Art. Et du coup, justement,
est-ce que le système français regarde le système anglais pour le dessin ou est-ce qu'on reste vraiment que sur des initiatives franco-françaises? Alors, concernant les formations féminines, stricto sensu, je saurais. Enfin, c'est assez difficile là aussi. On a plus d'informations sur les formations masculines parce que, par exemple, après l'exposition de Londres, etc., la création de South Kensington, alors évidemment, là, pour les formations masculines, on dit oh là là, il faut développer l'enseignement du dessin en France, sinon ils vont nous rattraper. Donc là, on a des discours très nets, enfin, sur une espèce de regard mutuel aussi, parce qu'il y a des Anglais qui viennent visiter, par exemple, l'école des arts décoratifs, enfin, avant qu'elle s'appelle comme ça, il y a des Anglais qui viennent la visiter. Alors, sur la question enseignement masculin, alors, un des indices que j'ai trouvé, c'est quand la Société industrielle de Mulhouse, en 1885, veut recréer des cours féminins. Il y a tout un texte donc je ne saurais plus vous dire de qui il émane, mais en gros, bon, de la société, qui prend référence sur les écoles de Paris. Donc, en fait, les écoles de Paris, c'est l'école de dessin pour les jeunes personnes qui va intégrer, qui va rentrer dans le giron de l'école des arts décoratifs progressivement. C'est l'école de Limoges aussi, mais l'école d'art décoratif, l'école nationale d'art décoratif de Limoges. C'est l'école de Rouen, mais je ne suis pas sûr. Enfin bon, peut-être qu'ils font référence à des trucs qui n'existent plus. Enfin, c'est assez difficile de savoir. Mais il y a aussi des références à l'étranger, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et la Suisse. Alors après, évidemment, il me semble que tout l'enjeu, parce que donc c'est l'école de Londres, là, elle est de création première moitié du 19e. C'est sûr que là, il y a tout un enjeu à essayer de. Et l'autre, c'était Saint-Pétersbourg. Et en gros, c'est des représentations aussi qui sont en fait très rares, de cours comme ça. Il y a beaucoup de communs en fait. Quand c'est la même pédagogie, c'est le même type de modèle. Enfin bon. On dessine d'après l'estampe et puis après d'après des modèles en plâtre, etc. C'est un peu, sûrement, il y a un enjeu à s'interroger sur toutes les circulations, enfin, à la fois de modèles et puis d'expériences. Comment on se réfère, comment on s'en distingue aussi, est-ce qu'il y a des visites, sûrement les expositions, enfin, dans les rapports des expositions universelles, on ne voit pas tellement c'est très général, mais on ne voit pas, mais ça draine du monde, donc à ce moment-là, est-ce qu'il y a des gens se visitent, ils échangent? Je sais par exemple qu'il y a alors il y a les expositions aussi, par exemple, le salon ou les expositions des élèves de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, là, que vous avez évoqué, parce que c'est aussi un grand mouvement des années 1860. Je pense que pour les Anglais, c'est peut-être une façon de se documenter aussi, parce qu'il y a des élèves de Eugénie Autier, donc couvre une école en 1860, dont les productions se retrouvent au musée de South Kensington. Donc il y a des gens qui viennent faire leur marché aussi. Voilà. Donc voilà, je trouve ça. Mais c'est sûrement à creuser dans tous les sens. C'est un peu dans le sens de ce qu'on a entendu hier sur Paris, Munich, etc. quoi. J'aurais une question également pour Renaud d'Enfer sur la question de ce que vous avez évoqué en fin de votre intervention. Vous parliez plutôt de moyenne bourgeoisie, c'est ça, parmi les élèves plutôt que ouvrières. Enfin, est-ce que vous pourriez revenir sur l'aspect plus social qui me semble absolument déterminant pour les femmes? Oui, merci. Alors, merci pour cette question. Alors, c'est déjà classe moyenne. Définir ce que c'est que la classe moyenne au XIXe siècle, c'est assez difficile. Et en particulier, je pense que quand on veut penser ça, il faut aussi associer les types de métiers qui sont pratiqués. La classe moyenne, c'est très étendu. Puis s'il y a la classe populaire, il y a aussi les franges supérieures des classes populaires. Tout ça, ça se recoupe. Enfin bon, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier à cette époque-là? Est-ce qu'il travaille dans un atelier et il est salarié, ou est-ce qu'il est patron ouvrier d'une certaine façon, Donc tout ça, c'est des notions qui sont difficiles, je pense. Et les acteurs disent on a des publics de classe moyenne. À Limoges,
les écoles de Limoges, il y a un indice qui fait penser que les gens sont plutôt classe moyenne, même bourgeoisie, c'est que il y a des élèves qui se partagent entre les cours de dessin et les cours secondaires Victor Duruy, créés par Victor Duruy, qui sont payants, mais qui continuent aussi d'ailleurs après les années 1880, et qui sont accompagnés par leur mère. Donc c'est aussi un indice que les mères ne travaillent pas, qu'il y a tout un encadrement, disons, social qui accompagne cette démarche. Bon. Et que ces jeunes filles ont du temps, elles ne travaillent pas en plus. Elles ne travaillent pas de façon précoce, en tout cas. Donc ça, c'est ce type d'indice que l'on peut, que l'on peut avoir. Bon, j'en aurai d'autres là éventuellement à donner, mais donc mais inversement, par exemple, on a une liste de l'école qui est créée à la mairie du 8e arrondissement dans les années 1860 où enseigne Clarisse Amick, et qui est plutôt sur la fin de sa carrière à ce moment-là, et où on a beaucoup. Alors, il y a à peu près, enfin, c'est une liste, j'ai à peu près 140 noms d'élèves. Hein. Il y a à peu près un tiers dont les mères ne travaillent pas, sont sans profession. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas, en fait, parce que peut-être que. Enfin, voilà, elles travaillent à l'intérieur, dans la boutique de leur mari, etc. Mais il y a à peu près aussi un tiers qui travaillent dans les métiers de la couture, couturière, lingère, blanchisseuse, etc. Donc, c'est pas non plus la couture, ça devient de plus en plus mal payé dans cette période-là à cause des machines à coudre. Et donc, c'est pas forcément des catégories les plus aisées d'un autre côté. Mais bon, et donc, en plus, elles complètent le travail de leur mari. Donc là, il y a sûrement en fait tout un éventail de professions qu'il faut certainement creuser au-delà de cette idée de classe moyenne qui est peut-être un peu là à l'emporte-pièce. Oui, alors merci beaucoup pour ces deux interventions vraiment passionnantes. J'aurais une question pour Luciana Lorenzo Paz concernant la forme même la forme de cette méthode KV. Il s'agit de lettres, donc une forme épistolaire. Exactement. Oui. Voilà, je voulais savoir si dans d'autres méthodes de dessin de la même époque, notamment écrites par des hommes, on retrouve ce type cette forme épistolaire. Non, pas du tout. Hein. Je me rappelle pas de. Parce que, par exemple, on a les livres de Dupuy. Je ne me trompe pas, oui, il s'appelle Dupuy. Et non, c'est une façon très particulière d'écrire une méthode d'enseignement de dessin, oui. Non. Et est-ce qu'on sait ce qui a motivé ce choix ? Pardon ? Est-ce qu'on sait ce qui a motivé ce choix ? C'est pas assez difficile à répondre. Si je peux me permettre, je pense que c'est aussi inspiré des modèles de manuels d'éducation du XVIIIe siècle qui sont beaucoup sous forme épistolaire, mais pas forcément d'éducation au dessin. Enfin, je pense que c'est une manière aussi de se mettre dans une tradition oui, ancienne. Oui. Pardon. Merci. C'est ça. En attendant la question suivante, si je peux me permettre de me glisser dans le flow pour poser deux questions, parce que je suis très, très curieuse. J'aurais une question pour chacun des intervenants. Pour Renaud d'Enfer, je me demandais, vous avez évoqué le fait qu'il y avait des boursières. Je suppose, il y a aussi des boursiers, de toute façon. Et je me demandais si vous aviez une idée de la proportion de femmes parmi les boursiers dans ces écoles, enfin, si les proportions sont identiques, et sur quels critères sont attribuées ces bourses, si vous avez une idée. Enfin, voilà, c'est une question un peu précise. Non, oui. Et je pose une deuxième question dans la foulée à Luciana. Je me demandais déjà si on sait chez qui a été formé, quel atelier a fréquenté Elisabeth Boulanger Blaveau, puisqu'elle a 3 noms, avant, où est-ce qu'elle s'est formée à la peinture. Et je me demandais aussi si vous aviez une idée parce que son deuxième mari, Cavé,
quand même pas n'importe qui dans le monde de l'art sous la monarchie de Juillet. C'était le responsable de la politique des beaux-arts au ministère de l'Intérieur sur la fin de la monarchie de Juillet. Et donc, est-ce que vous avez une idée parce que c'est quand même pas anodin que cette méthode soit sortie peut-être, est-ce qu'il y a un rapport, enfin je sais pas, c'est peut-être très cynique, mais est-ce que le fait que cette méthode a eu du succès est peut-être lié aussi au nom vraiment, j'en ai aucune idée. Enfin, est-ce que vous avez une idée des liens éventuels avec l'administration des Beaux-Arts de l'époque avec, Bon, KV a suivi une formation dans l'atelier de Camille Roqueplan. Et il était son professeur. Je ne sais pas si vous connaissez ces peintres, mais il peignait de sujets gracieux, voire féminins à l'époque. Bon, par exemple, KV, elle a connu la méthode, le procédé Rouillet en 1843, si je ne me trompe pas, parce qu'il a été l'objet d'une commission établie par les ministères de l'Intérieur pour délibérer sur son efficacité. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était KV qui était le directeur des Beaux-Arts. Donc, oui, tout à fait. Il y a un rapport, oui. Merci. Oui, alors là, non, je ne saurais pas. D'ailleurs, je regarde, j'avais juste amené quelque chose à propos des élèves et des effectifs, mais non, je ne saurais pas répondre exactement. Bon, c'est une petite proportion. Je dirais que c'est de l'ordre de la dizaine ou de la quinzaine ou de la vingtaine par rapport au nombre d'élèves, mais c'est pas. Là, je pense aux écoles parisiennes hein, parce que c'est plutôt typique de ces écoles-là. En revanche, et en fait, c'est les mairies d'arrondissement qui désignent les élèves. Alors, qui désignent, je ne sais pas selon quelle modalité. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de concours pour obtenir des bourses, comme il y en a, par exemple, pour les écoles d'arts et métiers, par exemple, hein, voilà. Ou les écoles primaires supérieures de la ville, pour les boursiers. Donc, c'est plutôt des élèves qui sont envoyés par les mairies d'arrondissement. Et alors là, en revanche, il y a un discours qui est assez récurrent sur ces élèves gratuites, c'est qu'elles sont moins assidues et qu'elles sont moins motivées, etc., et que c'est beaucoup plus difficile de travailler avec elles. Mais donc c'est les années 1860, mais c'est tout à fait dans le style de l'époque où il y a beaucoup de discussions sur la gratuité de la formation des adultes, et des formations à temps partiel, comme ça. Et sur l'idée que, si on paye, on est d'autant plus investi dans l'enseignement si on paye, et que si c'est gratuit, on a un relatif désintérêt. Voilà. Merci.